Alors, c'est à toi, tu peux présenter le sujet d'aujourd'hui. Peut-être c'est important aussi vraiment que tu expliques de manière générale qu'est-ce que tu fais aussi avec des écoles et Ce que des je vais faire, ouais. visites et tout ça et par rapport aux sujets. C'est ce que je vais faire, ouais. Ouais. Alors, ben, on peut le faire sur la première image, si tu veux. C'est le titre, de toute façon. Alors, avant que je commence, je vais éteindre juste les micros. Comme ça va être plus simple. Participants. Activer. Voilà. Oh. Tu me donnes le top, hein. C'est bon. On est prêt. Alors, bonjour tout le monde. En français, on dirait salut Pissam. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce diaporama que je présente dans les collèges et lycées de la région. Partout où on me demande, ça me fait à peu près 1 millier d'élèves par an, sauf cette année évidemment où tout a été arrêté par le confinement. L'idée est d'en faire un témoignage et d'en faire un peu de pédagogie. Alors, le but essentiel, c'est l'histoire de la Shoah et de l'antisémitisme en Europe à travers l'histoire de ma famille. Et c'est pas que ma famille soit plus importante qu'une autre, mais comme me disent les élèves, quand on arrive à mettre un visage, dessus, eh bien, c'est autre chose que quand on parle de 6 millions de morts, qui est quelque chose d'impossible à imaginer, même pour nous d'ailleurs. Donc il s'agit de personnaliser un peu les choses. Alors je l'ai fait à travers ma famille parce que c'est évidemment celle que je connais le mieux. Et puis il y a d'autres buts annexes qui sont de faire un peu de révision d'histoire, de l'histoire de l'Europe au XXe siècle, et puis accessoirement un petit peu de donner le goût aux jeunes de la généalogie et aussi de la lecture de documents, comme on va le voir plus tard. Alors, je commence toujours par me présenter sur cette image-là. Alors, je vais vous dire aussi à vous que je ne vais pas vous faire la même chose que je fais aux élèves, évidemment. Ce sera complètement différent. Mais je commence toujours par cette image-là et par me présenter. Et je suis très, très surpris que quand je demande aux collégiens ou aux lycéens si le nom de Lévi leur évoque quelque chose, eh bien, j'ai toujours un grand silence. Et puis, au bout de quelques temps, il y a une personne qui dit « Ah, mais je crois que c'est un auteur, c'est un écrivain. » Alors, ouais, il y a Marc Lévy, il est très connu. Voilà. Et puis après, il y a quelqu'un qui me dit encore « Oui, c'est des jeans aussi. » Mais plus personne aujourd'hui ne me dit que c'est un non-juif. Et ça m'étonne beaucoup. Et la deuxième étape, c'est que je leur fais la liste de mes prénoms pour leur expliquer ce que vous savez déjà, à savoir que dans une famille juive, quand un enfant vient au monde, il reçoit les prénoms des plus proches parents disparus, et que donc Julien, Jacques et Raymond sont 3 personnes qui sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça qu'ils sont devenus mes fantômes. Et ça, je crois que les enfants le retiennent beaucoup dans leur réaction qu'on a après. Voilà. Alors, on peut passer à l'image suivante. Bon, alors ça, je ne vais pas insister sur la carte de l'Europe en 1900. Vous la connaissez aussi bien que moi. Sauf que j'indique dans mon exposé que je leur montre aussi où se trouve la Galicie, puisqu'on va partir aussi de là-bas. Et j'en profite pour expliquer que pour leur faire la différence entre la Galicie, bien entendu aujourd'hui en Pologne et en Ukraine, et la Galice qui se trouve dans le nord de l'Espagne, juste pour ne pas confondre. Donc là, on va rentrer dans le gras du sujet. L'image suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, mon grand-père Simon Lévy, qui est né à Niederbronn en 1878, enfin plus exactement à Gersdorf,
même s'il a passé la plus grande partie de sa vie à Niederbronn, et qui a épousé en 1912 celle qui sera ma grand-mère, Paula Wertheimer, originaire de Muckensturm, juste à côté de Rastatt. Donc il s'agit, comme je fais remarquer aux enfants, que ce sont deux jeunes Allemands, puisque l'Alsace est allemande à ce moment-là, qui s'épousent. Voilà. Et puis je fais toujours un petit commentaire sur le grand-père qui disait que ces moustaches, ces belles moustaches, ça demandait beaucoup de boulot parce qu'il y avait un cirage spécial pour les faire rester en place et qu'il dormait la nuit avec un étui à moustache pour qu'elles ne se défassent pas. C'est assez rigolo aujourd'hui. On passe à l'image suivante. Alors, ils ont évidemment eu des enfants. C'est une photo qui a été prise après la Première Guerre mondiale, parce que après le retour de l'Alsace à la France, il était très à la mode, on trouve ça dans énormément de familles, de faire prendre les enfants en photo avec le petit costume alsacien, mais qui comporte toujours immanquablement sur la coiffe ou sur le bonnet la cocarde bleu, blanc, rouge qui ne se voit pas trop bien sur la photo en noir et blanc. Donc, leur premier fils, c'est Edgar, qui est né en 1913. La seconde, c'est une fille, Gertrude, qui sera institutrice plus tard et qui est née, on peut passer à l'image suivante. Ah ben non, je suis allé trop vite. Et on en parlera plus tard de Gertrude. Ok, alors on va à l'image suivante. Donc, mon grand-père a été incorporé dans l'armée allemande en 1915. Il avait déjà 37 ans, c'était donc déjà assez vieux pour un soldat, mais enfin, comme dans toutes les armées du monde, que ce soit allemand, côté allemand ou français, tous ceux qui étaient à peu près valides et qui pouvaient porter un fusil, eh ben, on les incorporait dans l'armée. Et ce qui fait que les moustaches ont sérieusement raccourci à ce moment-là. On passe à la suite. Alors, il a été très rapidement rendu à ses activités civiles. Pourquoi? Parce qu'il était récupérateur de fers et métaux et que c'était une activité utile à l'armée allemande, évidemment, de la collecte des matières premières. Et donc, il avait ce Bescheinigung, cette attestation qui lui disait qu'il était libéré de son activité pour exercer son métier, mais que si jamais il devait le cesser, il devait immédiatement se représenter à la commandanture pour être réincorporé dans l'armée. Bon, on passe à la suite. Et là, donc, c'est Gertrude. Donc, c'est pour les élèves, c'est toute cette histoire comment on dit, de l'état civil qui est alternativement en français et en allemand dans nos régions, et en plus écrit en Spitzschrift en allemand gothique. Donc, Gertrude, elle est née à Niederbronn le 30 décembre 1914. Et puis, on voit une mention portée en haut au crayon, une croix, ce qui est un peu, voilà, c'est comme ça, c'est la date de décès. Alors, on met une croix. On n'a pas mis d'étoile, on a mis une croix. Elle est donc décédée le 27 janvier 1944. Alors, c'est une erreur, c'est pas le 27, c'est le 29. Mais enfin, elle est morte avant d'avoir 30 ans. Et on verra comment plus tard. On passe à la suite. Donc, c'est là qu'on commence à personnaliser un petit peu les visages, parce que c'est une photo souvenir scolaire de Gertrude, qui a à peu près 12-13 ans, là, c'est-à-dire à peine plus jeune que les élèves à qui je présente ce diaporama, et qui peuvent s'apercevoir d'une jeune fille avec des cheveux longs et à laquelle les jeunes filles d'actuelles, d'ailleurs, s'identifient assez facilement, même si le ruban dans les cheveux les fait un peu rire. On passe à la suite. Donc, en 1920, naissance de leur troisième enfant qui s'appelle Raymond. Donc là, ils comprennent tout de suite que
qui ne va pas vivre vieux lui non plus, puisque j'ai reçu son prénom. Voilà, et je suis assez épaté d'ailleurs de mes grands-parents qui ont pratiqué une sorte de contrôle des naissances qui fait que pendant la guerre, ils n'ont pas eu d'enfants, à l'exception de Gertrude, qui est née tout au début de la guerre mondiale. Et puis, la suite, mon père Robert, né en 1923, ici à l'école communale, enfin pas communale, à l'école de Niederbronn, où ça amuse de voir des enfants, de voir qu'à cette époque-là, il y avait encore des religieuses qui étaient enseignantes. Comme moi-même, je l'ai connu d'ailleurs quand j'étais à l'école primaire de Niederbronn, après la guerre. On passe. Alors ça, c'est juste la photo qui m'amuse un petit peu, celle des les Dalton, les quatre frères et sœurs. Voilà, on passe. Jusque-là, on peut s'amuser encore un petit peu. On passe. Donc, Gertrude et Raymond vers 35. Non, non, la précédente. Alors, à ce moment-là, Gertrude, elle est institutrice à l'école israélite d'Ingwiller. Enfin, à partir de 36-37, effectivement. Et Raymond il va bientôt rentrer à l'école normale d'instituteurs, avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg, où d'ailleurs j'ai été moi aussi, longtemps après. On passe. Juste une question, Raymond. C'est-à-dire Oui, qu'elle a enseigné à l'école israélite à Ingwiller, à côté c'est de la ça, synagogue? c'est ça, c'est ça, c'est ça, D'accord. c'est ça, Très c'est bien. ça. Alors ça, c'est pour les gens je m'arrête là-dessus, pour les gens qui connaissent Niederbronn, ce qui n'est pas votre cas. Donc pour la maison de famille, qui l'est toujours d'ailleurs. Mais ce que je fais remarquer aux élèves, donc, c'est le nom de la rue Pétain, Mm. et je leur explique, commence à leur dire pourquoi cette rue a été débaptisée aujourd'hui et pourquoi elle s'appelle aujourd'hui rue du Maréchal Leclerc. Mm. On passe. Alors, septembre 39, évacuation. Niederbronn est évacué dans le Limousin, dans un village qui s'appelle Émoutier. Émoutier a à l'époque 3700 habitants et se retrouve avec 4000, plus de 4000 réfugiés. Alors, j'ai vu à la mairie d'Émoutier le télégramme du préfet de la Haute-Vienne qui arrive le soir à 18h et qui dit au maire d'Émoutier, attention, demain matin à 10h, arrivage d'un train avec 800 réfugiés, prière de les loger et de les nourrir. Donc ça, c'est pour dire que le maire s'est pas ennuyé dans cette période-là, le maire d'Émoutier. Puis après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a vu, donc on avait effectivement la mairie d'Émoutier, totalement communiste, hein, c'est encore le cas aujourd'hui, et qui a vu arriver la mairie de Niederbronn repliée à Émoutier, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y avait par exemple l'école communale d'Émoutier, et qui a vu arriver non pas une école de Niederbronn, mais quatre, avec le concordat, l'école catholique de garçons, l'école catholique de filles, l'école protestante de garçons et l'école protestante de filles. C'est vous dire le choc culturel. Alors sur l'image, là, ça c'est un clin d'œil pour les Niederbronnois, où on voit une cérémonie à Émoutier d'ailleurs, avec le maire d'après-guerre. Mais tout au fond, juste à la gauche de l'Alsacienne, on voit un monsieur qui est devenu plus tard maire de Niederbronn, qui était le meilleur ami de mon père et mon prof de maths aussi, et qui a été un des bras droits de Georges Guingouin pendant la guerre. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de Georges Guingouin, sauf que si quand même, pour dire que ça a été le fondateur d'un des premiers maquis de France, d'un des tout premiers maquis de France, des fin 41, à Émoutier, et qu'il a commencé à lutter contre les Allemands. Il était communiste encarté, il était un communiste convaincu, mais par deux fois, il s'est opposé au parti, notamment en commençant à attaquer les Allemands avant la rupture du pacte Ribbentrop-Molotov, et que le parti ne lui a pas pardonné ça, au point qu'en 1944, ils ont par deux fois essayé de l'assassiner.
et puis après de l'emprisonner après la guerre, et puis même ils ont réussi à l'enfermer dans un hôpital psychiatrique pendant 10 ans. Georges Guingouin, si vous avez l'occasion de lire sur lui, ben, je vous recommande de le faire. Pour moi, c'est un personnage vraiment hors du commun. On passe à la suite. Alors, mes grands-parents sont logés, non pas à Émoutier, parce qu'il n'y avait plus de place, mais dans le village, un village qui se trouve à 10 km, qui s'appelle Perral-Château. Ce Perral-Château qui a à peu près 800 ou 1000 habitants, plus quelques hameaux répartis à 10 km autour. Et mes grands-parents étaient donc logés dans une de ces maisons qu'on voit en bas à droite, dans un hameau, dans un petit hameau, loin du centre d'Émoutier. Et c'est ce qui les aura sauvés, parce que les Allemands ne les ont pas trouvés. Sauf à un moment, au moment de la rafle qui a eu lieu en 1944, où le même Michel Nussbaum, en ayant entendu parler de cette rafle, a sauté sur son vélo et est allé les prévenir de se mettre à l'abri pendant quelques jours, de se cacher pendant quelques jours, le temps de laisser passer la rafle. Et donc, pour dire donc, que c'est lui qui les a sauvés, chose que j'ai appris là-bas à Émoutier, mais que lui-même, il n'en avait jamais parlé. Voilà. Comme il refusait d'ailleurs, lui et mon père, c'était pareil, ils ne parlaient pas de leur guerre à leurs enfants. Donc, tout ce que je sais sur eux, ce sont des choses que j'ai apprises par après. Bon, donc dans cette maison se retrouvent Simon et Paulette et leur fils aîné Edgar, et puis Isaac Wertheimer, le frère de Paulette, qui est évidemment pas resté en Allemagne et qui a rejoint sa sœur et qui s'est réfugié avec eux, et puis aussi le frère aîné de mon grand-père qui s'appelait Emmanuel et qui a passé la guerre avec eux à Perral-Château. Pendant ce temps-là, Gertrude est nommée institutrice à l'école protestante de garçons de Niederbronn, évacuée à Émoutier. Et Raymond, qui était à l'école normale d'Institut de Strasbourg, eh bien, l'école normale d'Institut se replie à Périgueux. Robert était à l'époque apprenti cheminot à la gare de Niederbronn et donc affecté à la gare de Saint-Thirier, à proximité d'Émoutier. Voilà, là on est en 1939. On passe. Alors on va attaquer l'autre côté des choses, c'est-à-dire ma famille maternelle. Alors mon grand-père maternel s'appelait Wolf Pelsberger. Il est né en 1879. Il était ébéniste, il est né à Tarnopol, en Galicie. Et il a épousé Gita Ched-Wolinska, qui, elle, est née à Nevel, dans l'extrême ouest de la Russie, à proximité de la Lituanie, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc, je sais vraiment très, très peu de choses d'eux. Et tout ce que je sais, c'est par les souvenirs que m'a raconté ma maman. Alors, la question est de savoir comment ils se sont pu se rencontrer, sachant qu'ils sont nés à pratiquement 800 km à vol d'oiseau l'un de l'autre. La seule explication que j'ai pu échafauder, c'est que c'est à partir d'un autre point, c'est qu'ils se sont mariés donc à Yekaterinbourg en janvier 1918. C'est donc probablement qu'ils ont été déportés au moment de la Révolution russe, parce qu'on sait que les Russes blancs qui étaient repoussés vers les frontières du sud de la Russie, donc là où nous nous trouvons, là où se trouvaient mes grands-parents, que ces Russes blancs ont accusé les Juifs d'être les responsables, évidemment, de ce qui se passait. Et après quelques massacres, notamment, enfin quelques 20 000 personnes quand même en Crimée, et la plupart des autres Juifs ont été déportés. Et donc je suppose que c'est comme ça que mes grands-parents se sont retrouvés à Yekaterinbourg, qu'ils ont fait connaissance là-bas et qu'ils s'y sont mariés. Donc en janvier 1918. Et puis, né un an plus tard, Judas, leur fils aîné. En 1920, il décide de s'enfuir. Il décide de quitter
la Russie pour aller émigrer vers un endroit où leur vie serait plus facile. Et ils rejoignent, je sais juste qu'ils sont partis par un bateau. Alors, où allait ce bateau, je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il allait en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, je n'en sais rien. Toujours est-il que, ma grand-mère était enceinte de la seconde pendant tout ce voyage, et que sur le bateau, Judas a fait une mastoïdite qui fait que le bateau s'est déporté à Hambourg pour pouvoir le faire hospitaliser. C'est donc c'est un de ces hasards, cette mastoïdite, qui a déclenché une suite pour la famille qui était imprévisible de toute part, mais qui a été déterminante. Donc, ils arrivent à Hambourg, Judas est guéri, ils s'installent à Berlin, où naît Hannah, leur second enfant et première fille. Et ils comprennent vite qu'à Berlin, en 1920-21, la vie est difficile. Il y a la crise d'après-guerre, il y a le début de la crise de 29. Et donc, ils décident d'aller à Paris pour voir s'il était plus facile de s'y établir. Donc, ils laissent les enfants dans un orphelinat de Berlin, dans un orphelinat juif, bien sûr. Et puis, ils vont à Paris. Et là, mon grand-père s'aperçoit qu'il va assez facilement pouvoir travailler comme ébéniste. Et donc, ils vont pouvoir y vivre paisiblement. Donc, ils repartent à Berlin pour chercher les enfants. Et sur la route du retour, côté français, ils sont arrêtés par les douanes qui ne les expulsent pas, puisqu'ils sont sans papier, bien sûr. Ils ne sont pas expulsés puisqu'ils repartent. Mais ils ont interdiction de revenir en France. Donc, ils reviennent à Berlin, ils récupèrent les enfants, où il y avait cette histoire que maman racontait, que les enfants ne l'ont pas reconnu, parce que maman, si c'était toi, tu nous aurais au moins apporté des bonbons. Et ils étaient tellement dans la misère qu'il n'y avait pas de bonbons à apporter. Et donc, finalement, ils prennent les enfants et ils reviennent clandestinement s'installer à Paris. Où il s'installe en 1921. On passe à la suite. La suite, Yoav, voilà. Donc, la famille de Pelsberger à Paris. Alors, Judas, son nom a été francisé, ça devient Julien, c'est donc un de mes prénoms. Il y a Hannah, donc la grande fille qui est née à Berlin. Et puis, il y en a une petite entre son papa et sa maman qui est Rosette, Rosalia, et qui deviendra ma maman et qui est née à Paris en 1925. Il manque sur la photo des enfants qui ne sont pas encore nés. Zelda Janine, qui est née en 1928. Janine, c'est le prénom de ma sœur. Et puis, Jacques Isidore, qui va naître en 1930. Donc, c'est le troisième de mes prénoms. Hein. Voilà. Donc, on commence à comprendre que toute cette famille va être entièrement décimée. On passe à la suite. Donc, 1933, Hitler prend le pouvoir. C'est l'année que choisit la police française pour retrouver mon grand-père, Wolf, pour l'arrêter parce qu'il est sans papier et pour l'expulser à la frontière allemande. À la frontière allemande, probablement du côté de Forbach-Saarbrück. Et à partir de ce moment-là, on a absolument perdu sa trace. On ne saura plus jamais rien de lui, de ce qui lui est arrivé. Sauf que c'est une tragédie et que sa fin n'a pas été probablement très belle. La conséquence de ça, c'est que ma grand-mère Gita, elle est sans ressources avec 5 enfants, dont 2 en bas âge. Donc, il s'agit de trouver des solutions rapidement. Julien, qui était déjà apprenti coiffeur, va trouver un emploi de coiffeur, donc il va pouvoir apporter un petit salaire. Anna est placée comme apprentie fourreuse. C'est quelque part prédestiné d'ailleurs, puisque
Pelsberger, ça veut dire pelletier ou fourreur en allemand. Janine et Jacques, qui sont tout petits, donc en 33, ils restent avec leur maman. Et il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui sinistrement la variable d'ajustement, qui était Rosette, ma mère, que sa maman place dans un orphelinat qui s'appelait le refuge israélite de Neuilly, dont le directeur s'appelait Louis Aron, ce qui va parler certainement à beaucoup d'entre vous. Évidemment, une enfant de 12 ans qui est séparée de sa famille est mise dans un orphelinat et est révoltée, elle pense que sa mère l'abandonne. Voilà, alors qu'on va s'apercevoir que c'est comme ça qu'elle sera la seule survivante de toute sa famille. Image suivante. Alors, en 1939, exactement au même moment où l'Alsace est évacuée, où Niederbronn est évacué dans les Limousin, Louis Aron, qui ne voulait pas rester à Paris parce qu'il avait de mauvais pressentiments, décide d'emmener ses 150 enfants dans la Creuse, dans un village qui s'appelle Crau, tout petit village de 700 habitants, et où il a loué la maison qu'on voit sur la carte postale en haut à gauche. Et c'est ce qui va sauver ma mère. On voit sur l'image de droite le maire de Crau, M. Longchambon, qui a fait réhabiliter le bâtiment en école. Aujourd'hui, tout le rez-de-chaussée, c'est l'école communale. L'étage n'a pas été refait parce qu'il n'y avait plus de sous pour un petit village comme ça. Mais il me montre qu'il conserve pieusement entre les solives, entre les solives du grenier, des lambeaux de papier peint, qui étaient ceux qui étaient dans les chambres des enfants de cet orphelinat israélite de Neuilly. Il a conservé un respect de ça qui est absolument très, très émouvant. On passe à la suite. Alors, je n'insiste pas sur l'histoire, parce que j'explique à tous les enfants l'histoire des années de la guerre jusqu'en 1942, avec le zonage en France, la zone sud, la zone nord, la zone italienne, etc. On passe. Et donc, ce refuge israélite de Neuilly, qui entre-temps est devenu maison de Lausée, la maison de Crau a dû fermer parce que le propriétaire a expulsé la maison d'enfants parce qu'il voulait il préférait louer aux gendarmes, à la gendarmerie. Et donc, la maison d'enfants a dû déménager au château de Chaumont, dont on voit une photo aujourd'hui complètement détruite, mais ça n'a pas été détruit par la guerre, ça a été détruit par un incendie longtemps après-guerre. Mais il y a devant le château de Chaumont cette plaque un petit peu cheap, quoi, c'est dommage parce que c'est un tout petit truc et qui dit « En ces lieux, de 1940 à 1945, ont été accueillis et cachés des familles et des centaines d'enfants juifs. Hommage à la population creusoise qui les a aidés et sauvés en luttant pour la libération de la France et contre le racisme et l'antisémitisme. » Et c'est indiscutable que la population creusoise a protégé ses enfants en les accueillant dans les écoles sans les dénoncer. Le préfet de la Creuse a été déporté, a été fusillé en essayant de protéger les enfants. J'ai retrouvé au mémorial de la Shoah des listes de tous les enfants qui étaient hébergés dans ces maisons d'enfants, établies par les renseignements généraux de l'époque et qui, sur ordre du préfet, ne sont jamais intervenus pour les en déloger, alors qu'ils avaient les listes complètes, nom, prénom de chaque enfant et de chacun des encadrants. Donc, hommage effectivement à la population creusoise et à son préfet. On passe à la suite. Alors, pendant ce temps-là, Gertrude et Raymond, donc je rappelle que Gertrude elle est institutrice à Émoutier et que Raymond,
il termine sa formation à l'école normale d'instituteur et que Robert, lui, il est à la SNCF. Ils sont donc tous dans la fonction publique. Donc, ils reçoivent tous les trois la même lettre d'expulsion, puisque la loi du 18 octobre 40 stipule que les fonctions de professeur dans un établissement public d'enseignement sont interdites aux juifs. Donc, en application de ces dispositions, j'ai l'honneur de vous informer que vous devez cesser vos fonctions dans les 2 mois qui suivent la promulgation de la loi. Beaucoup d'honneur. 2 mois après le 18 octobre, ben, c'est le 18 décembre et la lettre est datée du 18 décembre. Donc, c'est la lettre que Raymond a reçue. Il n'avait aucune chance. Il a fallu qu'il parte tout de suite. Il quitte tout de suite. Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Moi, j'ai dit beaucoup d'honneur. J'ai l'honneur de vous informer. Quelle honte. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On passe à la suite. Alors, je ne vous apprends pas que tous les juifs de l'époque devaient s'inscrire et cotiser à cette association créée par le gouvernement de Vichy qui s'appelait l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. C'était obligatoire parce que comme ça, l'État pouvait savoir exactement où se trouvaient les juifs et puis les dénombrer. Vous constaterez que c'est la carte de ma maman de l'époque, que non seulement c'est l'Union des Israélites de France, mais comme ça ne suffit pas, l'administration a rajouté le tampon juif dessus. Et on passe à la suite avec sa fausse carte d'identité qu'elle a eue ensuite. Donc de Pelsverger, elle est devenue Verger, Rose Verger. Et là, je passe toujours un petit peu de temps avec les enfants parce que comme je ne veux pas non plus leur parler de trop d'horreur physique de ce qui s'est passé dans les camps, j'essaye de les conscientiser par des détails et j'utilise celui des faux papiers et de le faire imaginer qu'est-ce que c'est que de devoir changer d'identité du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est que de devoir se cacher sous un faux nom? Qu'est-ce que ça veut dire que si j'appelle ton prénom, si c'est ton vrai prénom et si tu tournes la tête, eh bien tu es en danger de mort. Et si je t'appelle par ton faux prénom et si tu ne tournes pas la tête, tu es aussi en danger de mort. Et c'est par ce genre de petits détails que j'essaye de rendre les enfants, enfin d'essayer de leur faire comprendre ce que pouvait être cette vie pendant cette saloperie de guerre. Voilà. On passe à l'image suivante. Vraiment une petite question. Et l'endroit qu'elle est née, c'est marqué. Oui, mais ça dépend. Elle est née à... Bon, c'est marqué. Ils ont maintenu ça. Hein. Ils faisaient les choses aussi proches que possible de l'état civil réel. Ouais. Pour essayer de fausser, de faire, pour garder la cohérence le plus possible. Ouais. Je voudrais aussi en profiter, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, de rendre hommage à tous ces secrétaires de mairie qui ont fait des faux papiers, à tous nos coreligionnaires qui, et ça a permis en grande partie de les sauver. Hein. Ouais, absolument. Voilà. Donc, il y avait bien 2 France à ce moment-là. Donc, l'image suivante. Oui. Oui, tu y es déjà. Ouais, c'est moi qui n'ai pas encore passé. Donc, ça, on revient au frère aîné de maman, c'est-à-dire Julien. Et c'est un document que j'ai trouvé au mémorial de la Shoah, qui est sa carte d'internement au camp de Drancy par la police française, suite à la rafle du billet vert. Alors, il faut que j'explique généralement ce que c'est que la rafle du billet vert, mais je ne vais pas vous l'expliquer à vous, parce que vous le savez tous, je suppose. En tout cas, on découvre dans ce document qu'il a été à gauche concentré comme du jus de tomate le 14 mai 41 à Drancy.
Motif de l'internement en surnombre dans l'économie nationale. Alors ça, évidemment, ça interpelle forcément beaucoup les jeunes qui comprennent tout de suite ce que ça veut dire et ils comprennent tout de suite par le biais de ça qu'est-ce que c'est l'antisémitisme en particulier, mais aussi le racisme en général. Et on découvre qu'il a tenté de s'évader le 4 août et qu'il a été retrouvé et interné au camp de Pithiviers. Image suivante. Alors, on ne sait rien de précis de sa déportation, on sait juste qu'il n'est pas revenu et qu'il y a un certificat établi par l'administration qui est un certificat de principe, mais qui indique qu'il a été déporté, mais enfin, il n'y a pas de preuve tangible. Il n'y a pas de preuve, pas de preuve tangible. Ce qui fait que pendant toute sa vie, maman ne loupait jamais les documentaires sur les camps et sur la guerre en général, non pas pour voir le documentaire, mais pour scruter les gens pour voir s'il n'y reconnaîtra pas par hasard le visage de son frère. Ce qui n'a jamais été le cas, bien sûr. Et voilà. Mais tant qu'on n'avait pas la preuve, on pouvait penser qu'il y avait peut-être une petite chance qu'il ait survécu par un moyen ou par un autre. Puis, on ne le sait toujours pas, mais bon, aujourd'hui, étant né en 1917, il aurait 103 ans, donc il n'est probablement plus en vie, quoi qu'il en soit. Mais je continue, moi, souvent à regarder si je ne vois pas ce nom de Pelsberger quelque part. Et évidemment, je ne trouve pas. Parce qu'il y en a très peu des Pelsberger. Voilà, on passe à l'image suivante. Et puis la rafle du Veldiv, donc le 16 juillet 1942. Alors, d'après maman, c'est la concierge de l'immeuble qui les a dénoncés parce qu'elle avait un fils qui allait se marier et qui donc avait besoin d'un logement. Et que, quoi de plus facile que de dénoncer une famille juive, comme ça, elle quitterait les lieux sans que personne ne le sache et son fils pourrait occuper le logement gratuitement. Donc voilà, c'était un bon plan pour eux. Et donc, on voit ici la carte d'internement au camp de Bonne-la-Rolande de Janine, donc la troisième enfant, et j'ai mis Janine ici, c'est la plus petite des deux, elle est en photo avec ma mère, avec Rosette, et c'est la seule photo que nous ayons de Janine, il n'y en a pas d'autre. Donc, elle est internée au camp de Beaune-la-Rolande, et puis après la rafle du Veldiv, donc le 16 juillet 1942, donc je fais remarquer aux enfants que sur le volet de droite, on voit date d'arrivée au camp de Beaune-la-Rolande le 22 juillet, ce qui fait qu'elle a donc passé 6 jours dans ce sinistre vélodrome d'hiver, dans les conditions qu'on connaît. Et puis, observation partie par le convoi du 19 août 1942. Et on passe à l'image suivante. Donc, vous avez exactement le même parcours pour son petit frère Jacques. Donc, qui lui aussi, ils sont arrivés ensemble le 22 juillet à Beaune-la-Rolande et ils sont partis par le même convoi du 19 août 1942. Image suivante. Et puis, leur maman, ma grand-mère, avec sa carte d'internement à Beaune-la-Rolande, où elle déclare qu'elle est mariée et qu'elle a 4 enfants, alors qu'on en a 5. Et donc, ça veut dire qu'elle a sauvé une de ses filles, probablement Rosette, parce que quand elles ont été raflées, Wolf, le papa, avait déjà été expulsé en Allemagne. Julien était déjà à Nancy et probablement déjà déporté.
Il restait donc à la maison, non, Rosette était partie dans la Creuse, il restait donc normalement à la maison Guita, ma grand-mère, Jadine et Jacques qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi Anna, qui elle était au boulot et qui n'a donc pas été raflée avec le reste de la famille. On va découvrir tout à l'heure ce qui va lui arriver. En tout cas, ma grand-mère a essayé de sauver une de ses filles, et je dis probablement Rosette, parce que les Allemands ou la police française pouvaient savoir que Anna était à Paris, alors que pour Rosette, qui se trouvait en zone libre, il y avait peu de chances qu'il la retrouve facilement. Voilà, alors cette même Rosette, alors je précise que ce document, ma mère ne l'a jamais vu, je l'ai découvert après sa mort, et que je sais la crise de larmes que ça aurait occasionné pour elle de découvrir ça, parce que toute sa vie, elle s'en est voulu d'avoir accusé sa mère de l'abandonner alors qu'elle l'avait sauvée. Et que là, on en a une preuve supplémentaire. Voilà, on passe à la suite, l'image suivante. Allez, pourquoi ça passe pas chez moi? Voilà. Alors, au musée d'Auschwitz, au musée d'Auschwitz, il y a des listes de convois qui y sont arrivés, et j'ai trouvé sur une de ces listes, dans le wagon numéro 17, les noms de Pelsberger Janine, Pelsberger Gita et Pelsberger Jacques. Donc la preuve indiscutable, pour eux au moins, qu'ils ont été déportés à Auschwitz, et évidemment qu'ils ont été immédiatement gazés, puisque aucun des trois n'était ni dans l'état physique, ni d'avoir l'âge de travailler. Donc, il n'y a aucun doute qu'à la sélection, ils aient passé directement à la chambre à gaz. Donc là, on en a la preuve certaine. Voilà, on passe à l'image suivante. Alors, juste 30 secondes. Dans le document de gauche, on voit que le chef de train s'appelait Rössler, Feldwebel Rössler, de la Wehrmacht. Et j'ai eu un jour, à la suite de mon intervention, une élève qui est venue me voir avec un visage absolument... Elle était blanche comme un linge. Et qui dit moi, mon nom de famille, c'est Rössler aussi. Est-ce que vous croyez que... Alors, je lui ai fait écrire son nom. Ça s'écrivait R-O-E-S-L-I-N. Alors, je lui ai dit, non, tu vois bien que c'est pas possible, puisque le Feldwebel Rössler, là, il s'écrit avec R-O tréma. Donc, tu n'as pas de crainte à avoir, ça ne pouvait pas être quelqu'un de ta famille. Je ne suis pas certain du tout, d'ailleurs, mais enfin, je ne voulais pas non plus créer un choc pour cette gamine, pour cet enfant de 14 ans. Voilà, on passe à la suite. Alors, Anna, qui était donc au boulot, qui a échappé à la rafle du Veldiv, qui a essayé de s'enfuir en franchissant la ligne de démarcation, et qui a été reprise, comme on le voit sur le volet de droite, motif d'internement, ligne de démarcation, et ensuite qu'elle a été enfermée à la prison d'Orléans, avant d'arriver le 11 août au camp de Pithiviers et de partir de Drancy le 15 août 1942. Alors, elle était en âge de travailler, par contre. Est-ce que... mais je ne sais pas, je ne sais rien d'elle. Je ne sais rien d'elle. Sauf que, il y a quelques années, je reçois un coup de téléphone d'un monsieur de Belgique qui me demande si le nom de Pelsberger me dit quelque chose, et si le nom de Anna Pelsberger me dit quelque chose. Alors, j'ai commencé à me méfier. J'ai dit, pourquoi vous me demandez ça? Alors, il m'explique que il est un descendant de Herschel Greenspan, que je n'ai pas besoin de vous présenter. Pour ceux qui ne savent pas, Herschel Greenspan, c'est un juif d'Allemagne qui a assassiné un membre de l'ambassade d'Allemagne à Paris.
Il s'appelait Fomrat. Hein? Fomrat. Un employé de l'ambassade de l'Allemagne nazie à Paris. Oui, qui s'appelait Pomroll, oui. Fomrat, pas Fomroll, Fomrat. Ah, Fomrat, Comme oui. conseil, Fomrat. Oui, 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 exact. Et il m'explique que Anna Pelsberger était l'amoureuse de Herschel Greenspan. Ce que on ne peut pas prouver et ce que même maman ne savait pas, puisque à cette période-là, elle était dans sa maison d'enfant. Mais voilà. Et comment il arrivait chez toi? Hein? Comment tu dis? Comment il arrivait chez toi? Ah il m'a appelé au téléphone. Je ne sais, il a dû. J'ai pas très bien compris par quel biais généalogique il est retombé sur moi. Il me l'avait expliqué d'ailleurs, mais en fait, je dois dire que je l'ai oublié. Je suis toujours en relation avec ce monsieur de temps en temps, on s'envoie un mail. D'accord. Voilà, on continue. Alors, donc là, on est vers 43. Donc, maman, elle est dans cette maison d'enfants, mais elle fait déjà partie des grandes. En 43, elle a 17 ans. Et le principe de l'OSE, c'est que les grandes s'occupent des petits. Et que les grandes, quand on les forme aussi à un métier. Alors, les deux seuls métiers que l'OSE était en mesure de former, c'était des métiers dont elle avait elle-même besoin. Donc, des puéricultrices, donc maman a été formée comme puéricultrice, et aussi des secrétaires. Donc là, elle se retrouve à la pouponnière de Poulouza. C'est une pouponnière établie par l'OSE dans une petite maison, dans un hameau qui s'appelle Poulouza, à proximité de Limoges. Et il se trouve que dans cette maison de Poulouza, il y a ce qu'on appelle un ravitailleur. Alors, qu'est-ce que c'est que le ravitailleur? Eh bien, c'est un jeune homme qui a un vélo. Et oui, j'ai oublié le petit détail, c'est que quand Niederbronn a été évacué, mon papa m'avait raconté qu'il avait emmené deux choses, puisque chacun n'avait le droit que 30 kilos de bagages. Lui, il avait emmené deux choses, son vélo et son jeu d'échecs. Et à Poulouza, donc, le ravitailleur, c'était un jeune homme qui avait un vélo et qui parcourait la campagne avec son vélo pour aller de ferme en ferme et pouvoir acheter des pommes de terre, des pommes, enfin du blé, enfin tout ce qu'il fallait, de la farine, tout ce qu'il fallait pour nourrir des enfants. Et que donc, vous avez bien reconnu que ce ravitailleur s'appelait Robert Lévy de Niederbronn et que c'est comme ça que mes parents ont fait connaissance. À ce moment-là, maman ne sait toujours pas qu'elle est la seule survivante de sa famille et elle me raconte qu'elle pense qu'ils sont encore à Paris, qu'ils doivent mourir de faim et qu'elle économise sur la moitié, comme la plupart de ses collègues d'ailleurs. Ils mettent de côté la moitié de leur ration de nourriture pour essayer tout ce qui peut se conserver pour les envoyer à leurs parents le jour où ils retrouveront enfin leur adresse. Voilà, ce qui a été en vain, bien sûr, mais qui est quand même particulièrement émouvant avec le recul. On continue. Ben voilà, donc ça c'était juste la carte avec la sinistre boucle, hein, de partir de Tarnopol, partir en Sibérie, revenir autour de la Scandinavie, faire l'Allemagne et la France, tout ça pour revenir presque au point de départ. C'est une carte qui impressionne beaucoup les jeunes. On peut passer à l'image suivante. Donc ça, c'est les vraies et fausses cartes de mes grands-parents de Niederbronn. Donc là, c'était beaucoup plus difficile de leur faire des faux papiers parce qu'ils étaient, ils étaient français, mais ils ne parlaient pas le français. Cette génération d'Alsaciens née en 1878 avait été, ou allemande, n'avait jamais été à l'école française. Donc ils parlaient le français très très mal et avec un gros accent. Donc, il s'agissait de leur trouver des fausses identités qui soient crédibles. Donc là, ils étaient nés à Wissembourg et ils s'appelaient Leininger de leur nom de famille. Et ma grand-mère s'appelait Leininger-Nekun, ce qui sont des noms de famille tout à fait courants en Alsace. Voilà. On passe.
Et puis Gertrude. Gertrude qui se retrouve dans une maison de Lausée comme institutrice, comme on disait à l'époque, animatrice d'enfants, dans la maison, au château du Magelier, qui était une des grosses maisons de Lausée, donc, où elle va, et après avoir été expulsée en 40 de l'instruction publique, elle va très vite s'intégrer à Lausée pour s'occuper des enfants, et elle y fait la connaissance de celui qui va devenir son mari, qui s'appelle Moïse Blumenstock, qui est de Lublin, qui est arrivé en France entre les deux guerres, qui a fait des études de médecine à Paris, qui a demandé la nationalité française d'ailleurs, mais ne l'a pas obtenue, et qui n'a jamais pu passer son doctorat de médecine parce que c'était 40 et que l'ordre des médecins français s'y opposait. Et donc il se marie en secret, presque à la sauvette, en octobre 42. Personne n'a jamais compris pourquoi ils se sont mariés comme ça, de façon aussi discrète, sans prévenir personne. Ils ont envoyé le faire-part que vous voyez là-dessus après le mariage. Voilà. On passe à l'image suivante. Donc, Lublin, c'est pas loin de la Galicie, hein, juste en passant. Oui. La carte d'identité d'étranger de Moïse Blumenstock, avec le tampon juif, bien sûr, et c'était une carte d'étranger qui avait une date de validité. Il y était inscrit comme surveillant d'enfants. Mais en fait, il utilisait ses compétences médicales parce que dans une maison d'enfants, on a forcément besoin de services médicaux pour les vaccinations, pour les épidémies de rougeole, de grippe et d'autres maladies infantiles. Donc, je pense qu'il n'a pas dû s'ennuyer non plus à cette maison d'enfants du Magelier. Je rappelle en passant que, mais même si vous le savez, que Lausée a été constitué par le Bund en Russie dans les années 1880, qui après la révolution bolchevique s'est installé à Paris et qui pendant la guerre a été renforcé par un très grand nombre de juifs alsaciens. On passe à l'image suivante. Alors, j'ai mis en 43, mais en fait, c'était exactement le 11 novembre 42. Les Allemands envahissent la zone libre parce que les Alliés ont fini de conquérir l'Afrique du Nord et qu'ils se préparent à débarquer en Provence. Donc, les Allemands, le sachant, ont envahi la zone libre pour pouvoir affronter le débarquement de Provence. Bon, ce qui a évidemment eu des conséquences assez terribles pour toutes les maisons de Lausée, parce que là, on n'était plus couvert par un préfet de la Creuse ou un autre préfet qui vous couvrait, mais on avait affaire directement à la Gestapo. Donc, il a fallu disséminer les enfants par toutes ces méthodes que je vous rappelle brièvement, donc par les réseaux religieux de l'évêque de Toulouse, par le réseau protestant du pasteur Trocmé près de Lyon, qui était un pasteur alsacien d'ailleurs, et aussi en cachant les enfants dans des familles. Alors, maman a été cachée dans une famille de romans, comme bonne d'enfants. Elle a été cachée comme bonne d'enfants dans une famille de romans, très catholique. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus, c'est que pour le dimanche des rameaux, sa famille d'accueil, la famille Blachon, voulait absolument l'emmener à la messe du dimanche des rameaux, et elle a essayé de s'y opposer comme elle a pu, parce qu'elle savait bien qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans une église et que tout le monde s'apercevrait qu'elle ne sait pas comment on se comporte dans une église.
et qu'elle avait tellement peur du curé et tellement peur du garagiste d'en face qui paraissait un homme terrible, qui lui faisait peur et qu'elle soupçonnait de faire partie de la milice. Et elle n'a pas pu s'y opposer, elle y est allée la mort dans l'âme. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, évidemment, toute la paroisse s'est aperçue qu'elle n'était pas catholique. Et personne n'a rien dit. Et tout le monde l'a protégée. Et le curé, donc, dont elle avait peur, et le garagiste d'en face, qu'elle soupçonnait d'être milicien, étaient en fait des résistants. Et tous ces gens-là l'ont sauvée. Voilà, c'est l'autre France aussi. Mais bon, pour revenir à Gertrude et Moïse, donc le château du Magelier, tous les enfants sont dispersés. Une partie sont envoyés vers la Suisse, comme vous le savez, grâce en partie à Georges Lohinger ou Lohinger, comme on voudra, donc c'est pas la peine que j'en parle ici. Mais il s'agissait de sauver les enfants. Les encadrants, eux, ont dû se débrouiller un petit peu par leurs propres moyens. Et donc Gertrude et Moïse s'en vont à Grenoble, Grenoble qui se trouvait en zone italienne, où on se sent à l'abri. Ils y arrivent en août 42. Ils y trouvent là-bas quelqu'un qui leur fait des faux papiers dans un bureau on découvre vite qu'il fait des faux papiers à tous les juifs. Ce bureau est constitué de deux personnes, l'un qui s'appelle Zunio Weissmann, qui est originaire de Galicie, lui aussi, de Lutsk, et l'autre qui s'appelle l'abbé Henri Grouès. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'abbé Henri Grouès, on le connaîtra sous un autre nom après la guerre. C'est ce qu'on a mieux connu sous le nom de l'abbé Pierre. Alors ces deux-là, l'abbé Henri Grouès et Zunio Weissmann, non seulement faisaient des faux papiers pour les juifs, mais en plus ils ont créé, à eux deux, un maquis. Et dans un petit village qui s'appelle Malval. Donc Gertrude et Moïse arrivent à Grenoble, à côté de Grenoble, en août 42, mais un mois plus tard, en septembre, Mussolini tombe, l'Italie rétablit sa république qui déclare la guerre à l'Allemagne et donc les Allemands envahissent immédiatement la zone italienne. Tous les juifs de la région, donc Moïse et Gertrude parmi eux, pardon, se retrouvent en grand danger et rejoignent Malval, où les deux compères, l'abbé Pierre et Zunio Weissmann, les ont envoyés pour les sauver. Donc ils y arrivent ils arrivent en octobre dans ce maquis de Malval, où ils vont connaître une fin sinistre, puisque le 29 janvier 1944, il y a 1500 Allemands qui vont monter pour détruire deux maquis, puisqu'il y avait deux maquis à Malval, deux maquis, l'un qui était FTP, communiste, et l'autre qui était AS, armée secrète. En tout 50 personnes à peu près. Et les Allemands sont montés à 1500 pour les détruire. C'est toute une histoire que je vous raconterai tout à l'heure. Toujours est-il que Gertrude, avec 5 compagnons d'armes, va être emmenée dans une grange. Certains témoins disent qu'ils ont entendu des coups de feu. Et puis après, les Allemands ont mis le feu à la grange. Donc, Gertrude va mourir là. On espère qu'elle aura pris une balle dans la tête avant d'être brûlée vive. Je l'espère pour elle en tout cas. Et Maurice, lui, il est emmené à la Gestapo de Grenoble. Et il sera déporté à Drancy, puis à Auschwitz le 7 mars 1944 par le convoi 69. Voilà, on passe à l'image suivante. Alors, vue de la plaine, vous avez ici
le massif du Vercors, hein, ce massif du Vercors qui ressemble à une forteresse, et dans laquelle les maquisards qui étaient un peu innocents se sentaient protégés comme à l'abri de hautes murailles et qui s'entraînaient pour pouvoir prendre les Allemands à revers lorsque le débarquement de Provence aurait lieu. Les maquis du Vercors, ils étaient 4000, espéraient pouvoir attaquer les Allemands à revers pour ouvrir un double front. Mais comme les Allemands n'étaient pas idiots, ils avaient compris ça tout de suite. Et ils ont envahi le Vercors en faisant des massacres de toutes sortes, comme je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, comme on le sait bien. Image suivante. Alors, juste pour dire encore que sur ce Malval, oui, alors, on voit là la route d'accès à Malval. Hein. Donc, c'est une route particulièrement facile à défendre, dans des paysages absolument grandioses. Et ça explique aussi comment ils s'en sentaient à l'abri derrière, parce que c'est la seule route qui mène à Malval, à l'époque. Aujourd'hui, il y en a une deuxième, à l'époque, il n'y avait que celle-là. Donc, c'est pas étonnant que les maquisards s'y soient sentis à l'abri, même s'ils ont eu tort. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, on continue. Image suivante. Voilà. Donc ça, c'est le même Malval vu d'en haut. Donc vous voyez cette falaise qui est au bord de la route qu'on a vue tout à l'heure, qui est à la route qui monte le long dans les gorges d'une petite rivière qui s'appelle le Nant. Alors, à l'entrée de Malval, à la sortie de gorge, il y avait un poste de maquisards, ce qu'ils appelaient une sizaine, puisqu'ils étaient toujours organisés par groupe de 6, une sizaine donc. Puisque le maquis, un groupe ce qu'on appelait un camp dans le Vercors, c'était en principe 30 hommes, divisés en 5 sizaines. Il y avait toujours une sizaine qui était de garde à l'entrée du village. Cette sizaine va arriver le 29 janvier vers 8 heures, il fait encore nuit, hein, va arriver cette colonne de camions et de blindés allemands. Sur le capot du premier véhicule, les Allemands ont ligoté le boulanger du village en dessous, Cognan-et-Gorge, celui qui les fournissait en pain tous les jours et qu'ils connaissaient bien. Les Allemands l'ont ligoté sur le premier véhicule pour que si jamais pour qu'ils se fassent tirer dessus si les maquisards voulaient attaquer le convoi. Donc c'était un otage. La sizaine de protection comprend vite que les Allemands sont tellement nombreux et tellement bien équipés qu'à 6, ils n'auront aucune chance, même à 50, ils n'auront aucune chance de les arrêter. Donc, ils préviennent par téléphone leur chef qui se trouve à la mairie et ils leur disent « Fuyez, les Allemands arrivent, on essaiera de les retarder aussi longtemps qu'on pourra. » Et donc, le groupe des maquisards se regroupent avec leurs armes. Ils emmènent aussi les habitants du village, vieillards et enfants, ce qui veut dire que le groupe va marcher très très lentement pour rejoindre un sentier de chèvres qu'ils connaissent bien évidemment et essayer de passer dans la vallée d'à côté. Sauf que quand ils arrivent devant cette falaise qui se trouve derrière le dos du photographe, derrière moi là, eh bien, il apparaît une mitrailleuse lourde avec un détachement allemand de chasseurs alpins allemands, des Gebirgsjäger, parce qu'il y avait des miliciens qui leur avaient expliqué la topographie des lieux et qui leur avaient dit comment encercler tous les habitants de Malval. Donc, tout le monde est pris, un certain nombre d'entre eux sont tués ou blessés. Moïse se porte au secours des blessés. J'ai rencontré une dame qui est toujours en vie d'ailleurs et qui a vécu ce moment-là et qui m'a raconté que Gertrude en fuyant, la première chose qu'elle a faite, c'était d'enlever son alliance et de la jeter dans un fourré pour qu'on ne puisse pas établir
la relation avec son mari, si jamais ils étaient pris. Ça n'a servi à rien, mais c'était une tentative intelligente, on va dire. Donc, ils ont tous été, ceux qui étaient vivants ont été tous regroupés dans le village et interrogés. Et puis après, à 4 heures, tout le monde a été chargé sur les camions et emmené à la Gestapo de Grenoble par la même route. Et c'est là que, à l'entrée de la gorge, le convoi s'est arrêté à la grange Guichard et où Gertrude et 4 de ses compagnons d'armes ont été débarqués dans cette grange et puis qui a été brûlée. Sur cette grange, d'ailleurs, image suivante, s'il te plaît. Ah non, je suis à 2 images suivantes, oui, pardon. Ça fait rien, passe à la suivante. On trouve cette plaque. Passant, une pensée, ici le 29 janvier 1944, ont été martyrisés, brûlés par l'ennemi déchaîné. Derbé Victor, 43 ans, Gléna Albert, 51 ans, Lévy Gertrude, épouse Blumenstock, 29 ans, et 3 jeunes non identifiés. Alors, 3 jeunes non identifiés à l'époque. Depuis on en sait un petit peu plus de ces 3 jeunes qu'on n'a pas pu identifier parce qu'ils étaient brûlés. Et qu'il s'agissait, parmi l'un de ces 3, il y avait probablement un certain Claude Katz d'Angers, donc un coréligionnaire à nous. J'en profite pour dire qu'à Malval, il y avait plusieurs juifs. Il y avait Frédéric Bindefeld, originaire de la Haute-Loire. Il y avait Claude Katz, dont je viens de parler. Et il y avait un Roger Berkovitch de Paris. Et puis un Claude Hallé. Et puis aussi un Claude Georges Lévy, originaire de Strasbourg. Voilà, pour dire que dans ce marquis du Vercors, il y avait un certain nombre de juifs aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi que sur l'état civil de Gertrude, il y avait marqué le 27 janvier alors que c'était le 29. On passe à l'image suivante. Alors, le monument qui reste aujourd'hui dans ce petit village de Malval, qui est à 1100 mètres d'altitude, hein, c'est ce monument que s'appelle le Gisant, au maquisard mort, qui est fait dans la même pierre que celle des falaises qu'on voit au fond et qui entourent le village de Malval comme un cirque. Au pied du monument sont gravés les noms de tous ceux qui ont été tués ce jour-là. Et quand j'avais fait la photo, vous ne le voyez peut-être pas sur les téléphones, on voit, j'avais juste cette chance d'avoir cette aile volante, ce deltaplane dans mon viseur qui symbolise la liberté pour laquelle ces gens se sont battus et sont morts. Image suivante. Alors ça, c'était juste l'insigne des FFI du Vercors. Bon, on passe. Gertrude a reçu post-mortem, évidemment à titre posthume, la médaille militaire et la médaille de la résistance, ce qui ne l'a pas fait revenir. Pour autant, Moïse, lui, n'a rien reçu du tout parce qu'il n'était pas français. Je voudrais aussi dire en passant que j'ai découvert un truc. On connaît en Alsace, on connaît les malgré nous, ceux qui ont été incorporés de force. J'ai découvert qu'il n'y a pas qu'en Alsace que c'est arrivé, puisque dans ce maquis de Malval, ils ont vu arriver un jour 3 Allemands, en tout cas 3 hommes en uniforme allemand, qui étaient en fait des Slovènes incorporés de force dans l'armée allemande et qui avaient déserté à Grenoble, leur régiment à Grenoble, pour rejoindre les maquis. Alors évidemment, les premiers maquisards ont eu du mal à y croire, et puis ils ont été convaincus, et ces 3 hommes se sont intégrés, et de la plus belle des manières, paraît-il, militairement parlant.
Sauf qu'au moment de la prise de Malval, ils se sont retrouvés nez à nez avec l'adjudant qui était de leur régiment qu'ils avaient déserté. Donc j'imagine qu'ils n'ont pas eu une mort très facile non plus. On passe à l'image suivante. Donc ça, c'est un acte des essais qui dit que Moïse a été interné à Drancy, puis qu'il a été déporté. Alors, ce n'est pas une preuve de mort absolue non plus, mais c'est quand même une forte présomption. Image suivante. Ce village de Malval a reçu une cible de 35 habitants. Hein. Il y a marqué là 25, mais c'était 35, plus les maquisards. A reçu une citation, évidemment, pour le comportement héroïque après la guerre. Mais, voilà. Et puis Raymond. Alors Raymond, il s'engage lui aussi dans le Vercors en août 1943, pas dans le même camp de Malval, justement à l'autre bout du Vercors, au sud-ouest, dans ce qui est la Drôme aujourd'hui, dans le département de la Drôme, alors que Malval est en Isère. On peut passer à l'image suivante. Oui, c'est ça, mais encore la suivante, pardon. Alors là, on voit un certificat de son chef, le capitaine Catala. Son nom de guerre, c'était Grange. Vous savez que dans le maquis, tout le monde avait un faux nom. Tout le monde avait un faux nom parce que... et on ne se connaissait que par le faux nom, que par l'alias, parce que si jamais on était fait prisonnier et torturé, il ne fallait pas qu'on puisse donner l'identité de ses copains parce que c'était les mettre en danger de mort. Donc, le capitaine Catala, son alias, c'était Grange, et qui certifie donc que Raymond Lévy est rentré dans le maquis de l'AS Vercors. Alors, AS, c'est armée secrète, le 13 août 1943, et a servi la France avec honneur et fidélité depuis cette date. Voilà. On apprend par une autre proposition de citation que il a participé avec sa sizaine à un combat, donc au monastère d'Esparon, le 3 février 1944. Le 3 février 1944, c'est moins d'une semaine après le 29 janvier, date où sa sœur a été brûlée. Et qu'il l'a probablement appris, puisque dans le Vercors, les nouvelles allaient vite, d'un bout à l'autre du massif. Et on apprend là que, faisant partie de la sizaine de protection chargée de protéger le repli de son camp, a fait preuve de plus belle qualité guerrière, a été blessé à son poste de combat. Il a pris une balle dans la cuisse, heureusement sans trop de gravité. Mais on imagine avec quelle rage il a dû se battre contre les Allemands, sachant ce qui était arrivé à sa sœur quelque temps avant. Image suivante. Alors voilà son acte d'engagement. Tous les maquisards devaient signer un acte d'engagement pour la durée de la guerre. Ce que certains ont refusé de faire d'ailleurs. J'ai lu dans beaucoup de mémoires de maquisards qu'il y en a un qui a dit « Mais pourquoi moi je ne veux pas m'engager pour la durée de la guerre? D'abord, quelle guerre? Moi je me bats pour la liberté de mon pays, et je me bats contre le nazisme et la dictature. Mais après, quelle guerre? La guerre contre le Japon ne me concernera pas, la guerre avec les Roumains ou les Espagnols ne me concerne pas non plus. » Donc il y en a qui ont refusé de signer. Lui, il a précisé les choses, Raymond, il a rajouté, a déclaré vouloir s'engager pour la durée de la guerre et il a rajouté à la main contre l'Allemagne, ce qui limite beaucoup les choses. Je connais par exemple, j'ai connu, puisqu'il est mort aussi, mon ancien directeur d'école, qui lui n'avait pas mis ce genre de mention sur son acte d'engagement et qui s'est retrouvé ensuite sous l'uniforme français à Berlin et vers le 4 ou 5 mai 1944, avec son régiment, ils ont été mis, donc quelques jours avant l'armistice, ils ont été mis dans un avion et on les a envoyés se battre en Indochine contre les Japonais.
et plus tard contre les Viet Minh. Chose évidemment que personne n'avait prévu ici. Donc Raymond a eu cette prescience ou ce pressentiment de vouloir limiter son engagement. Bon, ça ne lui aura pas servi, comme on le verra plus tard. Mais en tout cas, donc, sur ces états de service, on voit que l'attaque du monastère d'Esparron par les Allemands, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont été attaqués par la milice et les Waffen-SS en avril dans le Vercors. Ils ont participé à la grande bataille du Vercors du 13 juillet 1944, celle que tout le monde connaît, où les Allemands sont arrivés à 20 000 contre 4 000 maquisards, quoi, et où ils ont fait des massacres épouvantables, notamment dans la population civile. Un certain nombre de ces maquisards sont morts, mais d'autres ont pu survivre parce qu'ils s'étaient entraînés à survivre terrés dans la forêt en en buvant l'eau de la rosée et en mangeant de l'herbe ou des racines qu'ils apprenaient à repérer pour les manger. Donc Raymond et son groupe ont pu survivre jusqu'au 15 août, où ils sont ressortis au moment du débarquement de Provence, le 15 août 1944, et où ils ont rejoint la première armée française et se sont engagés dans cette armée. Alors, après quoi, ils ont fait la libération de Romans. C'est là qu'ils se sont engagés d'ailleurs. Et donc, Raymond, sans le savoir, a libéré sa future belle-sœur, ma mère, qui était donc cachée dans cette famille de Romans, mais il ne le savait pas ni l'un ni l'autre. Et puis après, ils ont fait la libération de Lyon et ils sont remontés par la trouée de Belfort. Et là, ils ont retrouvé toute la résistance des Allemands à Belfort, où il y a eu de nombreux combats. Et où Raymond est mort au combat le 24 novembre 1944 dans le petit village de Gromagny. J'ai fait connaissance après par un monsieur qui l'avait connu. C'était un maquisard le plus jeune qu'ils avaient eu dans le groupe, puisqu'il était normand. Il a rejoint le maquis du Vercors à pied. Il avait 14 ans. Et il a été sous les ordres du sergent-chef Raymond Lévy. Et il m'a raconté à quel point, comme c'était pratiquement un gosse, le groupe s'ingéniait à le protéger et à le mettre à l'abri des actions dangereuses. Vraiment, il faut qu'on avance parce qu'on est dépassé. On avance. Alors ça, c'est juste le dernier endroit où ils se sont battus, c'est le col de Rousset. Avant de disparaître dans la forêt, de se terrer, on continue. Sa médaille militaire. La nécropole de la Résistance que je vous engage à visiter, qui se trouve à Vassieux en Vercors, où on trouve les tombes de tous ces gens qui sont morts au combat, tous ces civils d'ailleurs, en grande partie. On passe à la suite. Alors là, c'est Robert, qui envoie une lettre à sa mère le 5 juin 1944, et lui fait envoyer la lettre par quelqu'un qui va à Émoutier. Et il écrit dans cette lettre je pense prochainement faire le même travail que le fils de Jules, ce qui veut dire rentrer dans le maquis, dans l'horloge qu'ils avaient codé dans la famille. Alors, c'est les certificats. Hein? Pardon? On est au certificat actuel. Ah oui, mais moi j'ai. Pardon. Avance. Voilà, on a les ça, c'est le col de Rousset, avance encore. La nécropole de la Résistance, encore. Oui. Voilà, ça c'est la lettre que papa avait envoyée à sa mère, où il dit « Je pense prochainement faire le même travail que le fils de Jules, c'est-à-dire s'engager dans le maquis de la Creuse. Et en fait, je ne sais rien. Il n'a jamais voulu me parler de sa guerre. Je n'ai eu que deux choses dont il n'a pas dérogé. La première, c'est que un homme qui a senti la poudre devient une bête. Voilà, je ne t'en dirai jamais plus, t'as qu'à imaginer ce que tu veux.
Il ne m'en a jamais dit plus. Et l'autre chose, c'est que pendant toute mon enfance, j'ai eu interdiction de jouer avec quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une arme. Et c'est comme ça que j'avais emprunté un soir à un de mes copains son Colt 45 de cow-boy en plastique. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Et je l'ai emprunté à mon copain de classe parce que moi, je n'avais pas le droit d'en avoir. Et que quand papa est rentré du boulot et qu'il m'a vu avec ça, j'ai pris une claque dont je me souviens encore. Et qui, quand on a 10 ans, c'est quand même quelque chose de très injuste. On ne comprend que, évidemment que beaucoup plus tard. Voilà. On passe à l'image suivante. Donc ça, c'est après, il devient FFI puis FFL. La photo de droite, il est en permission et il retrouve sa bien-aimée qui était donc ma maman. Et voilà l'attestation comme quoi il est bien rentré. Lui, dans les maquis FTPF, hein, donc il est rentré dans un maquis communiste. Il sera démobilisé, il va faire jusqu'à la fin de la guerre, il va s'en sortir heureusement vivant et il sera démobilisé à Colmar seulement en septembre 1945, avant de pouvoir reprendre ses foyers. Et comme je n'avais aucune information, je suis allé, passe à l'image suivante s'il te plaît. Ouais, encore. Je suis allé un peu courir les archives et aux archives de Guéret dans la Creuse, je suis tombé sur ce document. Alors, je ne sais pas si vous allez imaginer une salle de lecture dans les archives départementales. C'est un endroit où on entend une mouche voler. Je découvre ce document avec d'un côté, avec au milieu la véritable identité de chacun. Vous voyez, j'ai encadré en rouge Lévi R, Lévi Robert, chef de groupe dans le maquis, et son nom de guerre à droite. Et quand j'ai découvert ce nom de guerre sous Paulet, j'ai éclaté de rire parce que c'était exactement son trait de caractère. Il n'était pas capable de piquer de colère absolument terrible. Et ça durait 5 secondes. Et puis après, il n'y pensait déjà même plus. Voilà. Donc j'ai éclaté de rire et tout le monde me regardait avec des gros yeux. Mais enfin, tant pis. On continue. Donc, son livret militaire, ses états de service, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. On passe à l'image suivante. Donc, mes parents se marient en 50. Alors, vous voyez ce qui reste de ces deux familles. Si je vais de gauche à droite, je vois Edgar, le frère aîné de papa. Je vois Rosette qui se marie en noir parce qu'elle refusait de se marier en blanc parce qu'elle portait le deuil de sa famille disparue. Alors, je vous passe les détails. Hein. En 1945, elle est rentrée à Paris. Elle a attendu à l'hôtel Lutetia. Elle a attendu jusqu'en 1947 pour se convaincre qu'elle ne retrouverait plus jamais personne. Et puis, en 1947, elle est venue à Niederbronn, chez la seule personne qu'elle connaissait encore. Voilà. Et donc, on voit Rosette, ma maman. À côté, Robert, mon papa, bien sûr. Sa maman à lui, ma grand-mère Paola Wertheimer, et le grand-père Simon. Voilà. Ce sont les 5 personnes qui sont les survivants de 2 familles, l'une qui comptait 7 membres et l'autre qui en comptait 8, si je compte en plus Moïse Blumenstock, le mari de Gertrude. Image suivante. Donc, mes parents se marient, ils auront deux enfants nés sur le décombre de la Shoah, donc ma sœur Janine et moi. Ils seront 4 fois grands-parents, sans avoir la chance de voir grandir leurs petits-enfants. Image suivante, à laquelle je tiens beaucoup, une image de la nécropole du Vercors, où on voit que la majorité des tombes portent des croix parce que la majorité de la France est chrétienne. On y voit sur le mur des plaques, une bonne trentaine de plaques à la mémoire de combattants juifs, mais on y voit aussi, comme vous le voyez à gauche, certains combattants musulmans. Et ça, je tiens beaucoup à le faire remarquer aux élèves. En passant, voilà, on passe à la suite. Bon, ben, c'est encore la liste des disparus, je vous en fais grâce aujourd'hui. Et puis la liste des survivants, ceux qui vivent aujourd'hui, qui sont tout à fait à la fin. Voilà.
passe à la suite. Sur cette image, d'ailleurs, je fais souvent passer un extrait du El Malé par Khamim dans une version polonaise qui est extraordinairement émouvante. On continue. Et c'est ma conclusion que je vais vous lire. Héritier de ces tragédies, je me dois de les transmettre au plus grand nombre afin que mes fantômes ne soient pas morts en vain, afin de témoigner une fois de plus que non, les Juifs ne se sont pas laissés exterminer sans résistance, entre parenthèses parce que beaucoup de gens le pensent, afin que le nazisme n'ait pas gagné sa sinistre partie, afin de marquer notre reconnaissance à cette génération sacrifiée pour connaître une Europe apaisée, même si ce n'est pas si réussi que ça, afin d'éclairer la jeunesse pour que l'histoire ne se répète pas, afin surtout pour que ce piège mortel qui s'est refermé sur les Juifs dans les années 38, sur les Arméniens en 17, sur les Bosniaques en 90, sur les Tutsis en 94, sur les Yézidis en 2016, sur les Rohingyas en 2017 et encore aujourd'hui, ne se referme plus aujourd'hui sur les Syriens, Afghans, Érythréens et chrétiens d'Orient, nos contemporains. J'aurais pu là-dessus rajouter les Yéménites, où des dizaines de milliers d'enfants sont en train de mourir de faim sous nos yeux indifférents au moment où je vous parle. C'est tout le sens de ces témoignages. On passe à l'image suivante. Oui, on est à Niederbronn. On voit donc la Schule de Niederbronn à côté de l'église catholique, ce qui est un symbole aussi. Et on arrivera à la dernière image, voilà, qui est la vie qui revient par ma petite fille qui tire la langue à toutes les horreurs de l'histoire. Voilà, j'en ai terminé. Merci d'avoir été patient. Magnifique. Oui. Merci beaucoup, Raymond. Merci énormément. Bon, terminer une histoire comme ça avec la photo, c'est le top. Oui, non, mais il fallait bien mettre une note d'espoir. Il faut bien que, notamment pour les enfants, qu'on leur dise que c'est à eux de transmettre maintenant. Ouais. Mais il ne faut pas non plus que je veux dire, il y a des risques. J'ai encore eu Raïssa Smirnov au téléphone ce matin qui m'a dit qu'une de ses élèves tchétchènes, en étudiant la Shoah, s'était retrouvée plongée dans son propre drame et qu'elle en faisait des cauchemars la nuit en imaginant des enfants qui rentraient dans les chambres à gaz, quoi. Et je veux dire, c'est pas le but, ça. Le but n'est pas là. Oui. Le but n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup à l'enseignement de la Shoah, qu'on arrête peut-être de le faire sous l'angle de l'émotion pour le transformer, pour en faire quelque chose qui fasse appel à la raison et non plus à l'émotion. Encore une fois, Raymond, merci pour tout ça. Merci énormément. Bon. Mais alors, je ne sais pas s'il y a des réactions ou pas, ou des questions. Alors, il nous reste vraiment quelques secondes parce qu'on a dépassé de 30 minutes notre temps. Ah ouais, pardon. Mais on pourrait continuer encore. Voilà, si quelqu'un veut réagir rapidement. Merci, c'était émouvant. J'étais beaucoup touché. Bon, c'est une histoire comme il y en a dans toutes les familles juives. Oui, bien sûr. Il se trouve que j'ai choisi la mienne, c'est parce que je ne suis pas objectif dans le domaine. Voilà. Vraiment, encore une fois, merci pour tout ça. Et merci aussi pour le travail que tu fais avec des élèves. Et, voilà, c'est des élèves à Reichshofen, à Niederbronn, en tour. À Orfelen, j'étais même jusqu'à Metz, j'étais même jusqu'au lycée de Metz, voilà. à Strasbourg, au Pontonnier ou ailleurs. Oui. Merci encore. Alors, je vous souhaite à vous tous un bon après-midi. On se voit vendredi. Et à très bientôt. Encore merci Raymond. Bye bye, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.